Allez, c'est parti. Salut à tous. Salut. Nico et moi, aujourd'hui, on reçoit un athlète de prestige en France. Il va se présenter lui-même, ce sera beaucoup mieux. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je m'appelle Aurélien Lejeune et je suis athlète dans les sports de force et plus particulièrement dans les concours d'hommes forts depuis pas mal d'années maintenant, une dizaine d'années maintenant. Donc, tu es l'homme le plus fort de France. Voilà, ouais, donc j'ai gagné en 2019 et alors 2020, année Covid, on a quand même fait des compétitions. Donc j'ai pu conserver mon titre, même si c'est pas conserver ce que j'appelle dans les règles de l'art, parce qu'on n'a pas fait toutes les compétitions prévues. Donc je le conserve quand même, je suis content, mais j'ai hâte de retourner d'aller en 2021 pour remettre le couvert en compétition et voir ça, quoi. Et parle-nous un petit peu de ta discipline, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas combien il y a d'épreuves, comment vous vous classez. Est-ce que vous êtes nombreux en France? Ça fait plusieurs questions, je sais. Mais... Alors, les concours d'hommes forts, le strongman, donc c'est un sport assez ancien, très populaire dans certains pays, Amérique du Nord, pays scandinaves, pays de l'Est, même en Asie, c'est très populaire. En France, ça se développe de plus en plus. Et pas seulement moi, il y a d'autres athlètes aussi qui commencent à être pas mal médiatisés. Et ça fait venir, alors pas forcément d'autres athlètes, mais ça fait venir du public, donc c'est toujours sympa. Ça consiste à faire des épreuves qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est pas juste de la force athlétique ou de l'haltérophilie, des mouvements avec une barre. Là, nous, les concours d'hommes forts, donc on a un répertoire d'une vingtaine d'épreuves à peu près, avec les tirages de camions, les Atlas Stones, etc. Et à chaque compétition, on a 5 ou 6 épreuves à faire. Et après, c'est un classement on gagne des points à chaque épreuve et c'est celui qui a le plus de points qui gagne la compétition. Alors, en France, on est organisé, nous avons une fédération française de strongman. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de FFS officiel. Donc, cette année, je vous dis, année Covid, donc un peu particulier. Sinon, on organise entre 3 et 5 compétitions dans l'année, ce qui correspond au championnat. Et à la fin de la saison, voilà, celui qui a gagné le plus, qui a eu le plus de points sur toutes les épreuves, remporte le titre. Les catégories aussi, alors, parce que souvent, on s'imagine que strongman, c'est être grand, gros. C'est vrai que ça représente quand même une bonne partie des gens strong. Mais voilà, ça, c'est les catégories poids lourds, ce qu'on appelle les plus de 105 kg. Et en France aussi, les moins de 105 kg. Il y a les catégories féminines aussi en strong. Là, je sais que la fédération, avec le président Henri, là, il va développer une catégorie amateur pour justement que ça soit ouvert au plus grand nombre, en fait. C'est vrai que souvent, ça fait un peu peur peut-être aux gens de tirer un camion ou soulever une boule de 150 ou 200 kilos. Tu es le bienvenu, Stéphane. Tous les jours, moi. Je dépanne sur l'autoroute. Et donc, voilà, le but aussi, c'est de s'ouvrir un peu à un plus grand public et que les gens prennent, surtout la plus grande chose, prennent du plaisir à faire cette discipline voilà, dans une catégorie amateur. Donc ça va arriver en 2021. Et il y a un âge pour commencer ça? Non, il n'y a pas d'âge. Après, alors moi, je conseillerais quand même de commencer pas trop jeune. Je vais m'expliquer. C'est un sport, on va dire, à maturité tardive. D'accord ? C'est un sport où tu vois rarement des athlètes exceller à 18, 19 ans, 20 ans. Rarement. Alors, rarement, il y a des exceptions qui font la règle, forcément, dont Oleksiy Novikov, qui vient de gagner le titre d'homme le plus fort du monde à seulement 24 ans. Ouais. C'était assez exceptionnel d'ailleurs de le voir. C'était les championnats du monde de strongman il y a quoi? Il y a 1 ou 2 semaines, un truc comme ça? Il y a une semaine, c'était le week-end dernier. Ouais, j'ai été assez surpris parce qu'il y avait Brian Shaw qui participait. Bon, c'est les noms les plus réputés dans le domaine strongman. Mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de se développer là-dessus et qui arrive vraiment en force, quoi. Ah ouais, c'est logique parce qu'en fait, si Brian Shaw, là, que tu as cité, Zydrunas Savickas, avec Thor également et Eddie Hall, c'est des gars en fait qui depuis une dizaine d'années se partagent tous les podiums mondiaux. Donc forcément, c'est des gens qui prennent de l'âge. Brian Shaw, il doit pas être loin des 40 ans, je crois. Donc ça fait 40 ans en strongman, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on est en fin de carrière, loin de là. Il faut voir plutôt sur la durée. Brian Shaw, ça fait bientôt 20 ans qu'il est au plus haut niveau mondial. D'accord ? Il a fait, je crois, 14 ou 15 finales d'homme le plus fort du monde. C'est hallucinant.
Donc forcément, il arrive à 40 ans, le corps est un peu usé. Et là, ouais, je l'ai vu un peu fatigué sur cette finale. Donc ouais, nouvelle génération. Il y a Novikov qui arrive, il y a Mateusz aussi qui est très fort, un jeune, qui a 26 ou 27 ans. Et à Novikov, la petite anecdote, c'est qu'il y a 3 ans, c'était en 2017, je crois, en Strongman Champions League, j'ai fait une compétition avec lui en Grèce. Et quand on l'a vu arriver, il est petit, hein, il fait 1m79, je crois, 78, je ne sais même pas s'il atteint 1m80. À l'époque, il faisait 115 kg, 120 kg, tout jeuneau, il avait 19 ans. Et alors, il a mis une raclée quasiment à tout le monde. Il a fini 3e de la compète, donc c'était une compète pro quand même. Et quand je vois son parcours aujourd'hui, tu vois, je me dis 3 ans après, c'est le numéro 1 mondial. Et il n'a pas démérité, hein, parce qu'en plus, le titre, il l'a gagné, mais un peu haut la main quand même. Je crois qu'il avait 4 ou 5 points d'avance sur le deuxième. Hein. C'était ça que à j'avais ce en niveau-là, tête. c'est énorme. Non, il a été incroyablement fort. Exceptionnel. Et l'homme le plus fort, en fait, enfin le plus vieux, je veux dire, en strongman. Alors, en catégorie en professionnel, donc au plus haut niveau, tu as Marc Félix, Ouais. qui est pas mal connu, là, l'anglais. Et il était aligné là, sur les 25 athlètes pour l'homme le plus fort du monde. Et il a 53 ans. C'est incroyable. 53 ans, ouais. Et il est toujours compétitif. Et il n'y a pas que lui, hein, il y a Nick Best, qui a une quarantaine d'années aussi, Zydruin Zavictas, qui fait toujours des compétitions, qui a Big Dead, 43-44 ans. Big Z, ouais. Donc, non, il y a pas mal d'athlètes qui ont 40 ans et plus qui sont toujours au plus haut niveau. Et en France, vous êtes nombreux en France? C'est la fédération comporte combien d'athlètes? Non, on n'est pas nombreux. Alors, on n'est pas nombreux. C'est une jeune fédération, donc il doit y avoir au total une vingtaine de personnes. Donc c'est très peu. Là, je pense qu'avec la catégorie amateur, ça va augmenter beaucoup plus. Parce qu'à Tarbes, là, on a fait une compétition en septembre. On a réussi à faire une compète en septembre. Et il y avait la catégorie amateur. Et ils étaient une quinzaine d'alignés sur cette compétition en amateur. Donc ça, je pense que ça va faire gonfler nos rangs. Et puis l'objectif, hein, c'est aussi de repérer des potentiels talents pour aller dans les catégories supérieures et puis progresser, quoi. Tu disais que dans les épreuves Strongman, il y a une vingtaine d'exercices différents. Parfois, par épreuve, Strongman, tu en as 6 lors d'une compétition, c'était ça? Ouais. Donc, du coup, je suppose que ça demande une certaine variété de mouvements dans ta planification. Ben oui, tu es obligé, en fait. Alors, en général, les épreuves de la compétition, tu les connais 6-8 semaines avant la compétition. Donc, ça te laisse le temps vraiment d'adapter ta planification sur les mouvements. C'est pas toujours les mêmes, en fait. Ça tourne. Non, ça change régulièrement. Après, tu as des mouvements qu'on va dire qui sont incontournables. Les Atlas Stone, 95% des compétitions se terminent par les Atlas Stone. Ça, c'est une épreuve Ça, c'est une épreuve magnifique, ça. J'adore cette épreuve. Ouais, il y a toujours aussi les tirages de camion. Alors, on peut varier si on le fait assis, debout, mais il y a toujours ça. Donc, mais après, ouais, ça tourne régulièrement. Et, ça nous laisse 6-8 semaines pour nous préparer sur les épreuves de la compétition. C'est assez dingue parce que, imaginons que tu apprennes à 6 semaines de la compète que tu as du tirage camion. Comment est-ce que tu fais pour te débrouiller? Parce que je suppose que tu dois avoir dans des potes un garagiste ou bien, je sais pas. Un camionneur. Ça, comment? T'as un camionneur, t'as un pote camionneur. Alors, la difficulté en France, souvent, c'est ce que beaucoup de gens me disent quand ils viennent vers moi sur les réseaux sociaux, c'est le matériel pour s'entraîner. Ah ouais. Les salles de musculation, on en trouve, pas un souci. Le matériel spécifique d'Humfer, c'est difficile, même si ça commence à arriver dans des gros groupes de salles de sport. On commence à voir arriver des pneus, des logs, etc. Il y a beaucoup de box de CrossFit aussi qui possèdent du matériel d'Humfer. Donc, on commence à arriver, mais si tu regardes la plupart des athlètes en France qui performent, ils ont leur matériel. Moi, ce que je fais chez moi, je m'équipe de plus en plus. Et après, pour le tirage de camion, non, c'est juste que j'ai des amis pompiers et je vais tirer des camions de pompiers. Voilà. Qui vont te dire que pour tirer un avion, t'es pas dans la merde, hein, je te le dis. T'imagines quoi? Mais quel truc de fou, quoi. Il va falloir trouver un pote pilote. Mais tu disais aussi que ça faisait 10 ans que tu pratiquais. Tu as quel âge là maintenant? 36 ans. 36. Comment c'est venu cette motivation? Parce que j'ai cru voir, je pense en tout cas, que tu es aussi champion de powerlifting. Tu as commencé par là avant de… Ouais, alors en fait, j'ai toujours voulu faire des disciplines de force depuis tout petit. Ça a toujours été un rêve. J'admirais ça étant enfant.
Après, j'ai fait plein d'autres disciplines, plein d'autres sports qui m'ont amené à pratiquer la musculation. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du rugby. J'ai joué longtemps au rugby. Et le rugby m'a amené à faire beaucoup de musculation. Donc, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu me développer, avoir des perfs qui commençaient à être intéressantes. Et en 2008, lorsque j'ai arrêté le rugby, on m'a parlé de mes performances. Et finalement, j'ai regardé mes performances en force athlétique. Je les ai comparées aux champions actuels et je me suis aperçu qu'elles étaient équivalentes ou supérieures. Je me suis dit, bon, c'est le moment de se lancer. Et c'est en 2008 où j'ai commencé les compétitions de force athlétique. J'étais champion de France dès la première année en développé couché. Et après le strongman, j'ai commencé seulement en 2012, les compétitions. J'avais commencé à m'entraîner un peu avant, mais les compètes en 2012. D'accord, ok. Ouais, donc c'est pas si vieux que ça en fait. Hein. Les compétitions d'hommes forts, non, 8 ans. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai commencé à m'entraîner sur les mouvements d'hommes forts. Et après la musculation, ça fait pas mal d'années. Hein. Ça fait bientôt 20 ans que je m'entraîne en musculation. Toi, ton métier, c'est t'es professionnel du sport, donc tu es coach sportif. Oui, coach sportif, préparateur physique. Et une grosse partie maintenant de mon travail, c'est aussi de former les futurs éducateurs, animateurs, coachs sportifs. Donc, j'interviens dans plusieurs centres de formation et ceux qui passent le diplôme pour être coach, le BPGEPS, je les forme au métier, donc sur plusieurs types de BP, Alors, plusieurs centres. j'avais justement une question à ce niveau-là parce qu'on entend souvent des gens qui critiquent le BPGEPS, comme quoi c'est pas à jour, etc. Mais est-ce que toi, tu vois une amélioration justement? Est-ce qu'il y a moyen de retirer un petit peu tout ce qu'on dit par rapport à ça? Alors, le BP, non, moi je pense plutôt que c'est une bonne chose d'avoir un diplôme en France qui encadre ça. Alors, je suis entièrement d'accord qu'il y a des modifications qui seraient amenées à être faites pour que ce BP soit plus pertinent. Ceux qui ont connu, pour moi, le diplôme qui était le mieux adapté à ce métier, c'était anciennement le BEACUMES ou le BEMF. Voilà, donc ça, c'est pour les personnes un peu plus anciennes. Ça fait bientôt 15-20 ans que ça a disparu. Mais voilà, ce diplôme-là était vraiment très intéressant. Le BPGEPS, ça a été facilité. Alors, ceux qui passent le diplôme, qui trouvent que c'est dur, juste aller voir 20 ans en arrière ce qui se faisait sur un BEACUMES ou un BEMF. Vous allez voir qu'on en est loin. Et non, là où par contre il y a eu une évolution, ça fait 10 ans que je suis formateur. Là où je vois une évolution, c'est sur le niveau des personnes qui veulent être coach. Clairement, ça ne va pas plaire à tout le monde, tant pis, mais le niveau est revu fortement à la baisse. Aujourd'hui, les gens. Ça m'arrange, il me manque 2 UC, il n'y a pas moyen qu'on s'arrange? Lesquels? Donc lesquels? Le 1 et 2. Donc, non, moi, je vois beaucoup de gens arriver sur les centres de formation qui ont vu de la lumière. Voilà, ils se sont dit, ils ont fait un petit peu de sport, ils aiment bien un peu faire de musculation, de fitness, ils se disent, bon, tiens, je vais être coach. Oui. Alors, moi, le comparatif que je peux donner aux gens qui s'offusquent peut-être de ce que je vais dire, si tu veux être maître nageur, tu sais nager. Voilà. Si tu veux être moniteur de ski, tu es capable de descendre une piste noire sans te vautrer. Voilà. Nous, on voit arriver des gens qui veulent être coach, qui ne savent pas faire un squat, qui ne savent pas ce que c'est qu'un squat, tout simplement. Donc, à partir de là. Okay. Mais il y a des bons candidats quand même, hein, je vous rassure. Il y a des très, très bons élèves où on est fiers de les encadrer et de les amener à faire ce métier. Mais je pense que… Quand j'étais en… Tu sais, parce que moi, en fait, je l'ai passé en VAE, si tu veux, mon BPGEPS. Ouais. Donc, quand j'étais avec ma formatrice, j'allais au centre de formation et tous les gens qui étaient avec moi, ils étaient dehors, ils fumaient des clopes. Ouais, et je me disais, wow, ça me paraît bizarre parce que c'était tous jeunes et tout ça, tous en train de fumer, machin et tout. Je me disais, vous êtes là pour parler de sport et je vous vois tous fumer et physiquement sans être balèze. Mais il y a une posture chez une personne qui fait du sport. Il y a une manière de se tenir, etc. Il y a une certaine stature. Et tu vois les gens qui n'ont pas fait de sport. Tu sais très bien, tu vois. Et je me disais, voilà, il y a des gens, ils sont là, mais je ne sais pas si en fait ils sont là vraiment pour le sport ou si c'est parce qu'ils se sont dit c'est un métier rentable ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, puis en fait, c'est ça. Un métier rentable, alors les places sont assez chères. Hein. Si on regarde le nombre de personnes qui passent le diplôme,
qui l'obtiennent, peu au final restent dans le métier, ne serait-ce qu'à court terme ou moyen terme. Donc, ça, mais après, je suis d'accord avec ce que tu dis, Stéphane, il n'y a pas besoin d'être ultra balèze, d'être champion olympique ou d'être monsieur univers ou de soulever 300 kilos pour être un bon coach, loin de là. Faut juste être un pratiquant, pour moi, passionné. Déjà, si on a ces pratiquants passionnés, déjà, je pense qu'on part sur des bonnes bases pour faire un bon éducateur. Donc, il y en a beaucoup quand même, heureusement. Oui, bien sûr. Tu disais que donc tu es coach, formateur. Est-ce que tu as cet aspect de programmation également? Est-ce que tu programmes à distance? Parce qu'on avait discuté, c'est une nouvelle mode forcément avec le Covid. Enfin, une nouvelle Oui, mode, c'est pas vraiment une mode, je fais un peu de coaching à distance. Alors, j'en fais pas beaucoup. Je le fais vraiment avec des gens voilà, qui me paraissent passionnés et qui ont envie de plutôt performer. Donc, on peut pas, s'ils sont loin de moi, je peux pas les coacher forcément. Mais voilà, je choisis. Alors, c'est pas mon activité principale, loin de là. J'ai que quelques clients comme ça, mais oui, j'en fais quand même. Ok, super. Super, ouais, c'est intéressant. Steph, tu as des autres questions? Oui, bien sûr, j'en ai plein. Moi aussi. Moi, tu veux qu'on fasse une battle de questions? Ah, ben, il va plus savoir où trouver de la tête, hein. Ouais, moi, il y a une question que je voudrais savoir, c'est parce que, comme tu sais, nous, c'est pareil, on a une activité sportive, même si, voilà, c'est un petit peu moins connu en France que ton activité. Néanmoins, voilà, nous, c'est pareil, on a un championnat de France, un championnat d'Europe, un championnat du monde. Ça fait maintenant, moi, 14 ans que je fais ça et 10 ans que je suis en compétition internationale. Et lier travail, vie de famille, sport de compétition, Ouais. c'est quelque chose qui est difficile et je sais que tu es papa, toi aussi. Comment tu vis tout ça? Je te confirme que c'est pas facile. C'est encore plus difficile quand tu as le deuxième enfant qui vient d'arriver. Donc, c'est compliqué. Faut tout simplement une famille conciliante qui accepte que, vu que je travaille, je peux pas m'entraîner le matin ou l'après-midi, donc je m'entraîne le soir. Donc, voilà, il faut que ma femme ça va, elle l'accepte. En même temps, elle a pratiqué aussi cette discipline, donc elle comprend. Mais du coup, ouais, c'est pas facile de s'entraîner à distance. Et c'est pour ça que je me construis de plus en plus mon home gym pour m'entraîner, faire une grosse partie quand même de l'entraînement chez moi, même si j'aime bien m'entraîner en salle de sport avec mes amis, mes partenaires d'entraînement de longue date. Mais du coup, je m'entraîne à 50% du temps chez moi, on va dire. Donc ça, ouais. Après, ce qui est compliqué, c'est quand tu vas vers du sport de haut niveau, c'est les déplacements. C'est quand on part en compétition à l'étranger, c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc là, pareil, il faut que ta famille accepte le fait que peut-être 5-6 fois dans l'année, tu partes 3, 4, 5 jours pour des compétitions. Alors justement, par rapport à ça, nous, par exemple, moi, je fais des formations à côté en fait, qui me permettent de payer en fait, mes compétitions depuis toujours. En fait. Tu vois, c'est pour ça que je suis en associatif et tout ce que je fais, c'est en associatif. Ça permet de payer les voyages des athlètes. Et moi, ça fait 10 ans maintenant en fait, que je fais comme ça. Comment ça se passe pour toi? C'est ta fédé qui t'aide? C'est de ta poche? Comment ça se passe? Alors, si c'est des compétitions en France, non, c'est de ta poche, entre guillemets. La Fédération française de Strongman n'a pas les moyens d'aider les athlètes financièrement pour le moment. Ça va peut-être un jour. Il y aura plus de sponsors. Après, pour mes déplacements, moi, j'ai des sponsors qui me suivent, qui m'aident. Et pour tout ce qui est déplacement à l'étranger, dès que je fais des compétitions donc sur les ligues professionnelles, dont la Strongman Champions League, c'est la ligue qui prend en charge le transport, l'hôtel, etc., l'hébergement et tout. Ah, c'est bien ça. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Mais si je veux faire des compétitions à l'étranger qui ne sont pas sur ce circuit-là, oui, ça sera pour ma pomme, tout ce qui est transport, hôtel, etc. D'accord. Et est-ce que tu arrives à bien gérer la fatigue? Tu as une bonne récupération? Parce que je sais que j'ai vu un petit peu que tu avais c'est une petite fille que tu as eue Ouais. dernier. Oui. Je sais ce que Allez, c'est quand on a un nouveau-né. Voilà, les nuits, c'est compliqué. Tu arrives à gérer ça? C'est pas trop dur? Oui, ça va parce qu'en ce moment, en plus, le confinement oblige. Il n'y a plus de compétition à l'horizon pour le moment, dans l'avenir proche. Donc, l'entraînement est un peu réduit. Donc là, oui, ça va. Donc, Ouais. j'arrive à gérer. Ça le fait. Je sais que moi, personnellement, ça a été très, très compliqué. Ça a été une phase où j'étais un cadavre, quoi.
Ah bah oui, non, moi, il y a des moments de fatigue où Ouais. je sais pas, que dans l'après-midi, si j'ai un petit creux, hop, une petite sieste, hein, parce que sinon c'est compliqué. Mais, on verra là, dans quelques semaines ou mois, quand on va repartir sur des entraînements intensifs. Ouais, ce sera peut-être beaucoup plus difficile. Ouais, c'est un certain cadre de vie, hein. Bon, moi, je ne connais pas encore tout ça. Tu me diras heureusement, surtout dans une période comme le confinement, mais à un moment ou à un autre, je passerai d'office par là. Je suis STF et aurai quoi. J'avais également une question parce que tu parlais de home gym. Forcément, je crois que le Covid a apporté en fait des nouvelles choses en fait, hein, sur certaines adaptations qu'on avait dans notre vie privée. Personnellement, il y a une épreuve que j'aime bien et qui rejoint un petit peu ma discipline et celle de Steph, c'est les kettle. Il y a du lancer de kettle. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà l'infrastructure nécessaire pour chez toi Non, pour le lancer de kettle? j'ai pas de kettle chez moi. Donc j'ai des sandbags que je peux lancer en l'air. Ouais, après, j'ai un petit jardin qui fait 3500 mètres carrés. Donc, il n'y a pas de problème. Sympa. Je peux m'amuser. Est-ce que Mais ouais, c'est vrai il y a de plus en plus cette épreuve-là en fait. Mais les ouais, kettlebells, c'est partout j'avais maintenant. Les vu. kettlebells, il y en a à Lidl, il y en a partout de toute façon. C'est vrai en plus. C'est vrai, on a compris que c'était l'un des matos les plus utiles en confinement, je pense. C'est bon, c'est bon. Si t'en veux, je t'en Euh, prête, j'a- Aurélien. Par contre, je sais pas si j'ai un format pour toi, c'est mais c'est si, trop si. léger. Ah, je crois que j'en ai une de 64 kilos. Mais bon, on peut la bricoler. Ah, c'est pas Il mal. s'échauffe C'est pas avec mal. ça. Il s'échauffe avec ça. Fais les épaules. Strict press. Mais il y avait d'autres aspects parce que tu planifies forcément de revenir en compétition, c'est ce que tu nous as dit. Oui. Est-ce que tu te vois participer au championnat du monde de Strongman à un moment? Est-ce Ah, qu'il y a des standards? Est-ce que tu es proche de ces standards ou... Alors, non, on va pas se mentir, pour être dans le top 10, là, j'y suis pas. Ils sont trop performants. La plupart de ces athlètes, hein, j'ai déjà fait des compètes avec eux. Non, ils sont devant moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut que je m'entraîne plus, tout simplement. Après les compétitions, cette année, je suis un peu dégoûté là, du Covid parce que j'avais des belles compétitions à faire, des très belles compètes dans des beaux pays. Là, j'avais la Russie, etc. J'avais pas mal de pays intéressants à faire. L'année dernière, en plus, du coup, j'avais dû écourter ma saison. Alors, j'en avais déjà parlé avec Stéphane la dernière fois parce que j'avais eu mon bébé. Mon fils était arrivé. Donc, j'avais écourté ma saison. J'étais quand même dans les 10 pour être sélectionnable pour la finale de la Strongman Champions League. Donc, du coup, j'ai dû écourter, je n'ai pas pu la faire. Cette année, je débute la saison en forme, sans blessure, performant. Quasiment tout annulé. J'espère 2021. Après, pour répondre à ta question, Nicolas, pour la World Strongest Man, pour accéder à ça, donc il y a plusieurs choses. Soit il faut participer à des compétitions qui te sélectionnent pour cette épreuve. Donc il y en a plusieurs dans le monde. Soit il faut être finaliste d'une des ligues professionnelles qui peut te sélectionner sur cette compétition. Ou autre, c'est avoir directement une invitation pour la faire. Alors, cette année, moi, j'étais content parce qu'il faut savoir que la World Strongest Man, il y a 25 athlètes qui sont sélectionnés. Et sur ces 25 athlètes, il y a toujours en plus 2 à 3 ce qu'on appelle joker médical. D'accord. Au cas où quelqu'un se blesse, voilà, il y a quelqu'un qui peut rentrer en jeu. Et alors, c'est loin, mais moi, j'étais dans la liste des 20 potentiels sélectionnés pour être joker médical. Donc, c'est que joker. Mais déjà, quand j'ai vu mon nom apparaître, j'étais content. Bah, il y a de J'espère qu'un quoi jour, quand même. mon nom sera pris au moins soit pour être joker ou soit être pris dans les 25. Mais bon, ça, il va falloir que je progresse encore un peu. Là, j'ai encore un peu de Peut-être que boulot. le Covid va te rendre service. Oui, peut-être, je ne sais pas. Espérons qu'il en fuse moins. Mais non, j'espère. Mais il faut que je progresse. Je suis réaliste hein, quand même. Hein. Même si j'ai fait des grosses compétitions, je suis réaliste que pour aller à cette compétition, la World Strongest Man, là, je dois encore progresser. Mais c'est un des objectifs en tout cas. Ouais, c'est l'objectif de tout strongman, hein, je pense. Hein. Tout athlète qui aime la compétition, l'objectif, c'est d'aller faire la plus grosse compétition de sa discipline. Pour nous, c'est la World Strongest Man. Ok.
Et qui c'est qui t'a fait découvrir justement le strongman parce que tu faisais du powerlifting? Comment tu as basculé en fait? La transition s'est fait comment? Alors, ça faisait un bout de temps que je voulais en faire, mais comme je t'expliquais, la difficulté, c'est pour avoir du matériel et trouver des gens qui ont du matériel. Et donc, en 2010, par là, j'ai réussi à trouver un pote sur Amiens, Christophe, qui avait du matériel. Et c'est avec lui que j'ai commencé à m'entraîner. D'accord, ok. D'accord. Ah, parce que c'est vrai que c'est pas très très répandu, autant c'est quelque chose d'hyper populaire, c'est-à-dire que tu vois, quand on regarde, moi c'est quelque chose que j'adore regarder et d'ailleurs j'ai vu un excellent reportage, c'était en Islande, je crois, où justement ils expliquaient les gens d'avant, tu vois, ils prenaient d'un Avec certain- Fulkesur et l'athlète là qui est présenté, c'est Stéphane Stolfi Peterson, c'est un bon ami à moi, on a fait pas mal de compètes ensemble. D'accord, ok. C'est le gars qui a juste découvert Thor, After Julius Björnsson. Donc c'est quand même un grand nom du strong, ce Stéphane. Et j'avais adoré ce reportage, je l'avais trouvé passionnant, tu vois, j'avais trouvé qu'il y avait un côté culturel, il y avait un côté, tu sais, c'était plus profond qu'un simple sport, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, dans des pays scandinaves ou au pays de l'Est, c'est une culture en fait, c'est un choix de vie que les gens font, quoi. C'est vraiment à part. Bah, justement, en parlant de ça, en parlant de culture, euh, moi j'ai l'impression en fait que la France n'a pas la culture de la force, absolument pas. Contrairement à ce qu'on voit nous dans les pays de l'Est, nous on sait que quand on doit avoir des gens de l'Est avec nous en compétition, que ça va être compliqué, que ça va être très très compliqué. Et très souvent, voilà, je ne vais pas dire que à chaque fois on perd, mais très souvent, quand c'est quelqu'un de l'Est, voilà, la compétition est plus compliquée que quand on a des gens d'Italie ou d'Espagne, bien qu'ils sont très forts aussi en Italie et d'Espagne, tu vois. Mais c'est vrai que les gens de l'Est et les gens du Nord, surtout Danemark, Finlande, Suède, tu vois, sont des gens qui sont très costauds. Alors nous, Nico et moi, on est dans la plus petite des catégories de poids, c'est-à-dire qu'on est en moins de 75 kilos, donc on s'en sort bien parce que tous ces gens-là sont balèzes. Donc on n'en a pas trop contre nous, mais quand on en a un, on sait que ça va faire mal. Et J'ai eu des justement, bonnes surprises quand même. de quoi? Excuse-moi, je me dis quand même qu'il y a quand même des bonnes surprises, en tout cas pour notre sport. Parce que, allez, je veux dire, même en Belgique, faut avouer que le Belge, de manière générale, est fier dans ce qu'il fait. Mais quand je vois l'évolution que tu as réussi à produire sur certains de tes athlètes, je veux dire, Thomas Bartomeu était face à Vladimir Yakovoshenko et un autre Russe. Je veux dire, il n'a pas du tout été ridicule, quoi. Il a fini Non, vice-champion du monde. non, non. Mais c'est toi qui as fait ça sur 10 ans, tu vois. Mais en tout cas, dans notre catégorie, c'est vrai que les poids légers, je trouve que, franchement, je ne parle pas des poids moyens qui sont très forts, mais dans les poids légers, je trouve que la France n'a pas du tout à rougir, hein. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas vraiment, les Français, nous, une culture de la force. C'est-à-dire que déjà, moi je suis de 76, regarde comment je suis gaulé, je veux dire, merci les années 60, tu as vu. Le truc, c'est que j'ai l'impression que contrairement à ces pays-là, et c'est la question justement que je posais à Aurélien, c'est que contrairement à ces pays-là, les pays du Nord, les pays de Russie, etc., eux, ils ont une vraie culture de la force. C'est quelque chose qui va dans la virilité de l'homme, etc., par Ouais, rapport à chez nous, quoi, où j'ai ouais, l'impression c'est que les vrai. Français, tu vois, on est plus dans d'autres sports, même s'il y a beaucoup de gens qui font de la musculation, tu vois, mais j'ai pas l'impression qu'on ait cette culture-là, nous, Français. Je sais pas ce Non, que tu penses. la plupart des gens là, qui pratiquent, c'est surtout un but esthétique. Voilà. Quand tu vas dans les salles de sport, 95% des gens qui sont dans les salles de musculation aujourd'hui ont un objectif esthétique. Alors, ce qui est bizarre en fait, parce que quand moi je me suis beaucoup intéressé à l'historique un peu de ma discipline, et quand on regarde en France, il y a 100 ans, on était un pays de forceux en fait. On avait des mecs en haltérophilie qui étaient dans les meilleurs du monde. On avait des hommes forts qui étaient pareils dans les meilleurs du monde, qui rivalisaient avec des très grands noms, avec Louis Cyr, etc. On avait vraiment des bons athlètes, hein. Et le plus connu, je pense que c'est Charles Rigoulot, qui a été, il faudra demander aux spécialistes de l'haltéro, mais je pense qu'il a déjà été médaillé olympique en haltérophilie, avec des perfs qui aujourd'hui sont quand même plus qu'honorables, même si le sport a évolué. Mais on a été à une époque une nation de force, et ça s'est perdu. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, c'est vrai que ça s'est perdu. Il y a eu un gros creux là, dans ces disciplines-là, dans les années 50, 60, Ouais, 70. c'est ça, hein. Après, même s'il y a eu après, tu vois, des très bons athlètes en France de force,
Jean-Pierre Brulois, par exemple, qui est quand même champion du monde en powerlifting. Il a été plusieurs fois finaliste à l'homme le plus fort du monde dans les années 80. Mais voilà, on n'a pas rebondi là-dessus, en fait. C'est resté un peu dans l'anonymat. Ouais, c'est bizarre. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi ça s'est perdu. Mais dans les pays de l'Est et pays du Nord, je pense qu'il y a aussi l'aspect climat. Tu vois, ils vivent dans des pays rudes. Ah, il y a ça, ouais. Ils vivent dans des pays rudes, hein, les gars. Donc, c'est culturel chez eux. Mais tu vois, moi, je me rappelle que mon beau-père, il me disait, c'est quand j'étais petit, dès que je levais une pierre, je lui disais, ouais, elle pèse combien et tout. Tu sais, il me faisait plaisir, elle fait 5 kilos. et, euh, et il me disait justement que lui, sa génération, en plus, il était de 1937, il disait, nous, on était tous des hommes forts. Mais pourquoi? Parce que déjà tout petit, on allait travailler au champ par exemple, monter un sac de farine ou un sac de blé dans le grenier. Le grenier, il faisait 1,20 m de haut. L'échelle, elle était large comme ça. Le sac, il faisait 100 kilos. Et on avait 15 ans. Et il fallait le porter sur l'épaule et le grimper là-haut. Eux, ils avaient inventé le crossfit bien avant que ça existe, tu vois. Mais les boulangers, regarde les boulangers, les sacs de farine avant, ils faisaient 100 kilos. Maintenant, ils en font combien? 25. Tout était beaucoup plus lourd. Et il y avait beaucoup plus de gens qui faisaient de travaux manuels. C'est peut-être ça aussi qui explique cette perte à un moment donné, tu vois, d'hommes forts. Déjà, regarde la Ouais, peut-être. génétique des gens d'avant. La nuque, les avant-bras, les mollets, c'était tous des blocs, tu vois. Regarde la génétique de ma génération des années 70. On est tous comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a une perte à un moment donné, après je ne sais pas l'expliquer, hein, mais il y a une perte à un moment donné, peut-être par rapport aux métiers aussi, qui étaient des métiers manuels, et que maintenant les gens sont beaucoup plus sédentaires, je crois. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, peut-être ouais, que l'aspect sédentaire, bon, c'est sûr que ça joue, forcément. Mais comme tu dis, la génétique, c'est vrai que quand tu vas dans les pays de l'Est ou pays scandinaves, Ouais, c'est pas tu peux pareil. croiser des gens qui font pas de sport, peut-être. Ils sont déjà taillés comme des Golgoth. C'est ça. Même en taille, hein, ils sont beaucoup plus grands que nous. Donc, c'est vrai que c'est la magie de l'évolution. C'est parfois. Mais tu sais, c'est même les mains, les segments. Moi, la première fois que j'ai fait une compétition, je discutais avec les Ukrainiens, mais ils avaient des paluches, c'était des pelles, quoi. Tu vois, c'est les mains, l'épaisseur des mains, tu vois, tout est différent. J'ai une anecdote là-dessus où on cherchait à manger avec mon pote et on nous dit, ouais, il y a un supermarché là-bas et on lui dit, ouais, à peu près à combien de kilomètres? Oh, c'est pas loin, 3 kilomètres. Et on lui dit, ouais, on y va comment? On dit, bah à pied. Il y avait toute une ligne bleue et jaune d'Ukrainiens qui étaient avec, mais ils avaient au moins 10 sacs par bras, ils avaient des cubis dans le petit doigt coincés et tout, de vin et tout ça, tu sais. Et ils faisaient l'aller-retour. Et nous, comme des cons, on faisait du stop. Tu vois la différence? Les Français et les Ukrainiens. Et eux me disaient, mais nous, c'est normal de marcher. Il n'y a pas des bus de partout chez nous. On vit en campagne, machin et tout. On marche peut-être 10 km, les enfants, pour aller à l'école, quoi. Tu vois? C'est pas pareil. Il y a Ouais, une c'est une différence. vitesse qui est différente. Et aujourd'hui, quand on trouve des hommes forts en France, on les trouve où? Dans les campagnes. Oui, c'est vrai, c'est souvent les gens du nord de la France, de l'Est, dans les zones un peu. Ouais, quelques-uns dans le sud quand même, mais ouais, souvent, ouais. C'est vrai, regarde, moi j'ai des amis qui sont en Saône-et-Loire. Ça m'est arrivé de travailler avec eux, hein, qui étaient paysans et tout, tu sais. Ah, les grosses meules de foin et tout, quand il faut les peser, mais ça pèse une tonne ce machin, t'as vu? Le mec, il fait ça tous les jours. Il plante des morceaux de bois, il tronçonne, il déplace des trucs. Les animaux, quand il faut les choper, c'est pas un être humain, quoi. Quand tu dois choper un bélier ou tu dois choper un truc comme ça rigole pas, tu vois. Et tous, même j'avais vu le patron de mon pote qui avait 65 ans, mais il avait une force. Voilà, il y a un truc qui se perd, moi, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui se perd. Bon, espérons qu'on le retrouve. Ça serait bien. Ouais, bah grâce à toi et Ben, à tes descendants et aux nouvelles générations, je pense qu'on va revenir ça peut-être va, dans tout ça. ça va se passer comme ça. Après, quand tu vois qu'on est plus dans une ère de robotisation que de manuel, ça change aussi pas mal de choses. Après, je pense qu'il y a aussi l'aspect culturel. Tout passe Ouais, par beaucoup. l'éducation, hein. L'éducation est un rôle primordial. D'ailleurs, je crois que c'est pas pour rien qu'on décide de faire ce métier, que ça soit formé, c'est aussi changer un peu les idées reçues. Donc, aujourd'hui, je suis content clairement d'avoir de l'électronique autour de moi pour donner des programmes en ligne, savoir continuer mes suivis avec mes clients. Mais il est clair aussi que tu passes par l'électronique pour apprendre quoi au final? Ben, les rudiments de base, c'est-à-dire bouge-toi le cul en gros.
C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque, je pense. En tout cas, dans la majorité, enfin, dans la culture qu'on a. En tout cas, en Belgique, c'est comme ça. De ce que je peux comprendre aussi en France, c'est que c'est parfois comme ça. Et que tu fais quelques kilomètres, on se comprend, tu traverses 2-3 pays. Et c'est pas grand-chose, hein, c'est toujours sur le même continent ou proche du même continent. Et puis, tu te retrouves, tu as l'impression d'être ailleurs, quoi, complètement ailleurs, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude d'apprendre. L'habitude de voir, hein, c'est sûr. Et au niveau alimentation, parle-nous-en. Ah, ça, c'est la question, ça. Alors, j'avais fait le calcul une fois avec une amie qui était diététicienne et je tournais aux alentours des 6 000-7 000 calories par jour. Après, moi, je répartis tout ça en 6 repas. Alors, je fais 3 gros repas et 3 plus petits qui sont plutôt des collations tout au long de la journée. Donc, après, j'essaye de manger plus que… Moi, j'aime bien le terme manger efficace, en fait. Je ne regarde pas spécialement si c'est du gras, du sel, machin. Faut que ça soit utile pour moi et surtout bon. Voilà, moi, je peux pas manger un truc qui n'est pas bon, c'est pas possible. Ok, ouais, ça je peux comprendre. Maintenant, moi la question que j'ai, c'est qu'est-ce que tu appelles une collation? Un bœuf? Ça peut être… ouais, ça dépend. Ça peut être d'une collation. Ça peut être du fromage blanc avec des fruits, un peu de blanc de poulet. Voilà, un petit repas, quoi. Ouais, voilà, un petit repas. J'avais aussi une question parce que ça fait 10 ans que tu fais ça. Forcément, en 10 ans de carrière, déjà, en espérant qu'elle continue encore très longtemps, tu as sûrement vu des hauts et des bas. Est-ce que tu as subi des graves blessures? Et si oui, comment tu as fait pour te relever? Ma blessure, ouais, j'ai eu une petite blessure inhérente, on va dire, au strom, des déchirures musculaires, des tendinites. La seule grosse blessure que j'ai eue, c'est en 2018. J'ai dû me faire opérer du genou, en fait, parce que j'avais, suite à une tendinite qui était devenue chronique, du tendon rotulien sur le genou. Mon tendon était fissuré sur toute sa longueur et était partiellement arraché. Donc, du coup, j'ai dû subir une opération que j'ai fait à la Clinique du Sport à Paris pour le réparer. J'ai mis 3-4 mois avant de me rentraîner et on va dire 6 bons mois pour récupérer quasi toutes mes perfs. Donc, ouais, ça, c'est la grosse blessure que j'ai eue. Ok. C'était survenu comment ça? C'était vraiment à l'usure? Ouais, c'est l'usure. J'ai eu plusieurs tendinites au genou, les deux. Je pense que… alors, je faisais de la rééducation, forcément, du kiné. Mais voilà, je reprenais souvent trop rapidement l'entraînement intensif. Après, il y a plusieurs compétitions que j'ai voulu faire absolument que j'aurais pas dû parce que j'étais blessé. Je les ai faites quand même. Hein. Il y avait une grosse compète en Irlande et une très grosse compétition que j'ai fait au Canada fin 2017. Et tu vois, ces deux-là, j'aurais pas dû les faire en fait, clairement. Parce que je l'ai senti même que je m'abîmais. Je sentais, tu vois, les petits filaments du tendon qui pétaient quand je faisais une épreuve. Et après, les douleurs en fait me gênaient au quotidien. Donc là, j'ai plus le choix en fait. De toute façon, j'ai vu le chirurgien, il m'a dit il n'y a pas 36 solutions. C'est soit le sport, vous pouvez plus continuer, ou si vous continuez, le tendon s'arrache complètement. Donc il m'a proposé l'alternative d'une petite opération et de faire un peignage du tendon, ce qu'on appelle. Et puis ça s'est super bien passé. Et puis depuis, je n'ai plus jamais eu une douleur sur cette zone-là. Super, Et magnifique. une question, parce que nous, on ne connaît pas ça au quotidien, mais ton gabarit est imposant. Lorsque tu dois te retrouver des trains, les avions, tout ça, c'est une contrainte pour toi? Oui, ouais, clairement. Alors, je ne sais pas sur quel modèle physique les gens ou les industriels font les sièges dans les transports. C'est nous les modèles. Et encore, souvent, je me rassure en me disant qu'en strongman, dans le circuit professionnel, je suis un des plus petits en taille. Hein. Je suis un 83, 84, 155 kilos. Et je suis un des plus petits. Hein. La plupart de mes adversaires, quand je suis en Strongman Champions League, ils font 1m90 minimum. Alors déjà, pour moi, c'est galère. J'imagine même pas pour eux. Alors après, dans les transports, dans les avions, on a de la chance. Souvent, les équipes, les stewards, etc., les hôtesses sont super sympas. Ils voient qu'on est un peu en difficulté, qu'on va passer
un vol de merde et du coup, ils nous déplacent, ils nous mettent bien quand même, heureusement. Ah, Et c'est souvent, cool. c'est aussi le mec qui est à côté qui fait la gueule. Celui qui est comme ça, là. C'est drôle. Quand tu arrives dans l'avion, souvent, et que tu vois ton siège et que tu dis, bon, bah, je suis là à côté de vous, et tu sens la déception de la personne. L'angoisse. Et tu sens que le gars, il se dit, merde, je vais passer un vol compliqué. Et non, ça va, la plupart du temps, les équipages font en sorte que tout se passe bien. Après, petite anecdote rigolote, c'est quand je suis allé, je crois que c'était au parc Astérix, il me semble, il y a 2 ans, un truc comme ça, où quand le siège ne veut pas se fermer et qu'on te fait descendre du manège, je te dis, ah, merde, j'ai atteint un stade là. Excusez-moi, excusez-moi. Ouais, là, c'est vrai que c'est des choses, et même pour t'habiller, ça, bah bon, double XL, triple XL, je suppose, mais, En plus, ouais. En ce moment, je suis plus sur du 4, 4, 5 XL. ouais, des bâches de camping, quoi. Ouais, bah, après, non, bah, la chance que j'ai, c'est que j'ai des partenaires, pareil, qui me fournissent des vêtements pour m'entraîner, etc., donc qui sont adaptés à ma taille. Après, je voyage beaucoup et à l'étranger, en fait, tu peux trouver des vêtements pour grande taille. Il n'y a Ouais. qu'en France où c'est compliqué. En France, le seul magasin, alors, on se reconnaît tous souvent, on se balance des vannes là-dessus avec plusieurs potes sur les réseaux sociaux, avec nos t-shirts Kaby. C'est les seuls qui font du 4 ou 5 XL. Donc, mais à l'étranger, par contre, j'ai pas ce souci-là. Dans beaucoup de pays, pas de problème, tu peux t'habiller en 4-5 XL dans les grandes marques qu'il y a. Par contre, tu vas en France, non, ça s'arrête au XL. En plus, un XL taillé. Taillé femme. Ouais, oui, c'est ça. Taillé femme. Ouais, c'est vrai que parce que moi, quand je prends l'avion et tout ça, déjà, je supporte pas d'être à côté de quelqu'un et tout, et je suis pas épais, et je me dis, mais putain, comment ils font? Ça doit être un cauchemar, quoi. Ah ouais, non, c'est des fois. Alors, la plupart du temps, ça se passe bien, parce que je te dis, les équipages sont cool. Mais ouais, j'ai eu des fois où j'ai eu des vols, j'en avais marre, quoi. J'avais qu'une envie, c'était d'arriver. Ah non, des fois, c'est vraiment galère. Vraiment, Ouais, vraiment. ouais, j'imagine, hein. J'imagine. Et Ouais. concernant donc les compétitions 2020 là, parce que bon bah nous par exemple là on est en off. Alors nous l'avantage qu'on a, c'est qu'on a créé une ligue virtuelle pour que les Mhm. gens restent pas sans rien du tout, tu vois. Donc on a lancé pas mal et puis bah comme toi si tu veux, nous on a l'avantage c'est que on va dire 80% des athlètes en fait ils ont leur home gym. C'est un sport qui se travaille très individuel. Il y a que dans les pays de l'Est où il y a Mhm. vraiment des écoles. Ah bon, après, il y a certains centres, il y a des clubs, où, tu vois, comme à Paris, j'ai un de mes athlètes qui a un club, tu vois, mais moi j'ai ma salle, mais on est très peu nombreux Ouais, et t'as on pas a le choix lancé hein, donc un truc maintenant. virtuel. Est-ce que vous avez justement un truc virtuel qui s'est lancé, une compétition virtuelle pour garder des minima ou je sais pas? Non, ça s'est pas fait en France. À l'étranger, oui, ça s'est fait. Il y a la Woosh, t'as une ligue pro qui a lancé pas mal de choses comme ça, avec des records à faire. Mais non, non, en France, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Alors, D'accord. peut-être que Ça pour l'avenir, on te... devrait. Après, en strong, c'est assez difficile en fait de faire des records. Parce que tu vois, le matériel n'est pas forcément standardisé. Ah ouais, Donc, tu vois, si tu fais un record avec un dumbbell ou un log, en fonction du log que tu as, la performance va pas être la même, hein. Il y a du matériel qui peut être plus facile. Donc, voilà, tu vois, les records qui ont été faits par la Woosh, cette ligue pro, là, en fait, voilà, ils ont utilisé quand même du matos qui vient de chez Rogue, etc. Donc, tu vois, qui était quand même calibré. Euh, ils ont fait contrôler, donc bon, ils ont les moyens, donc ils pouvaient faire contrôler ce matériel. Nous, à notre échelle, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et voilà, bon, comme tu sais, en France, on aime bien quand même être mauvaise langue. Donc, si tu fais ça, forcément, il y a des gens qui vont dire oui, mais non, il n'y avait pas. C'est obligé que ça arrive. Donc après, pour les compètes, l'avenir, 2020, bon, c'est fini, hein, plus rien. Je devais faire l'Arnold Classic là, en décembre en Espagne. Pareil, la partie strong a été annulée. Ce sera 2021 et malheureusement, il y a certaines compétitions que j'avais peut-être en horizon sur janvier, février. Et on commence déjà à entendre des potentielles annulations ou reports. Donc,
j'espère que ça va se débloquer pour mars. Par là, ça serait cool, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent en mars, avril. On va voir. Ouais. Ouais, Je c'est la pense aussi. merde. J'avais quand même une question, moi, parce que quand on me parle des sports strongman, souvent les gens ont en tête, ouais, mais c'est des grosses brutes, etc., etc. Sauf que je leur dis régulièrement, ouais, c'est que quand ils me disent c'est que la force, je leur donne toujours l'exemple de faire un farmer carry sur X mètres avec autant de poids et dis-moi si c'est que de la force et s'il n'y a pas du cardio dedans. Donc, Et oui, non, si, ouais, en strongman, alors, peut-être au début du strong, quand ça a commencé à se médiatiser, les premières ligues professionnelles, c'est arrivé dans les années 70. Alors, je pense que ouais, au début, ça doit être un peu du bourrinage. Mais non, maintenant, non, il y a un aspect cardio que tu dois avoir. Faut savoir, une compète de strong, c'est quand même 5-6 épreuves. Il faut les enchaîner. Alors, c'est même si les exactement épreuves ce que je leur dis aussi. sont courtes, il faut les enchaîner. Parfois, tu as des épreuves très cardio, hein. Les sandbags, les locked in charge, etc. Si tu as des medley farmer walks, yoke, là, je peux te dire que ton palpitant va monter dans les tours. Donc, non, il y a un aspect cardio et il y a un aspect aussi qui n'est pas négligé, c'est l'aspect technique. C'est pas juste soulever une boule lourde et tirer dessus comme un bourrin, ça marche pas comme ça. Il y a un aspect technique, comme tout sport, toute discipline, comme la vôtre, le kettle, etc. Voilà, si tu as un mouvement, il faut d'abord que tu étudies la technique, les positions de départ, comment bien te placer. Le but, c'est pas de te faire mal, voilà, tout simplement. Alors justement, en parlant de la technique, parce que souvent, je vous vois avec la grosse dumbbell et je vous vois en push press. Est-ce que le push press, c'est une obligation ou est-ce que vous avez le droit de faire des jerks? Parce qu'à partir du moment où tu fais des jerks, tu soulèves 2 fois plus lourd, quoi. Alors, il y a quelques athlètes qui ont des techniques d'haltérophile. Ils le font au log ou à l'axe parce qu'ils la maîtrisent. Donc, en strongman, au niveau règlement, c'est pas compliqué, hein. Tu as un dumbbell à prendre, tu dois le prendre du sol, l'amener au-dessus de ta tête. Ce que tu fais entre deux, peu importe. D'accord. Voilà. Il y a juste quelques compétitions où maintenant on commence à interdire ce qu'on appelle le double dipping. C'est le cas à la World Strongest Man, on n'a pas le droit. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est juste que quand tu arrives à presque verrouiller, tu refais une petite flexion pour justement tendre complètement ton bras. Ah, d'accord. Donc ça commence à faire un contre-mouvement en fait. Donc tu vois, il y a quelques compètes, mais sinon dans l'ensemble on a le droit. Alors pour répondre à ta question précisément, le dumbbell, ça me paraît compliqué sur un dumbbell. Donc pour moi un dumbbell en strong, c'est le gros haltère que tu as que d'un côté. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça me paraît compliqué de faire un jerk avec ça, faire un jeté en fente. Pas en fente, comme nous Du on fait du fait avec déséquilibre. pas en fente, mais justement, nous c'est ce qu'on fait justement avec les kettlebells. Quand on est en unilatéral ou en double, c'est des jerks et c'est pas en fente en fait, c'est sur place. Donc c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est vrai que je vois ça et je pensais en fait que c'était le push press qui était autorisé et pas le jerk. Non, tu peux le faire en jeté altéro, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a une grosse partie qui ne le font pas, et c'est mon cas, juste parce qu'on ne maîtrise pas ce geste. D'accord. Forcément. Alors, si un jour j'y arrive, je le ferai, pourquoi pas. Ah bah, ça peut, à mon sens, ça change la donne. Un jerk, Ah oui. tu Après, il y a peux. peut-être aussi un aspect d'équilibre Ouais, qui ça a peut être travaillé gênant. ça. Sur le log, par exemple, c'est qu'il y a quelques athlètes qui font C'est plus en compliqué. jeté. Mais voilà, même des haltérophiles confirmés, quand ils font du log, le font pas en jeté. Est-ce qu'il y a une question d'équilibre qui est difficile? Le log, je suis d'accord Toujours. parce que c'est vrai que c'est différent d'une barre. Mais Ouais. un dumbbell, nous, par rapport à une kettlebell, bon, nous, ça se pose sur le bassin ou ça se pose sur l'épaule. Mais nous, on a des gens qui s'amusent, tu vois, comme en Apollo, j'ai dit, c'est un grec, un ami à moi, qui a le record avec une kettlebell de 90 kg où il en fait 10, tu vois. Et c'est vrai que quand je regardais, je me disais, mais pourquoi il ne jerk pas? Parce que vous faites un jerk, ça change totalement la donne, tu vois ce que je veux dire? Et je pensais en fait que c'était interdit et qu'il fallait faire Non, des tu as le push droit. press. Moi, je pense plutôt la plupart le font pas, c'est ce qu'ils maîtrisent tout simplement pas la D'accord. technique en fait. Et c'est des choses qui peuvent peut-être évoluer dans le temps, ça. Oui, bah, on le voit de toute façon, ça se. Alors, je vais pas dire ça se professionnalise, ça fait déjà un bout de temps que ça l'est, mais les techniques évoluent et puis on le voit sur les nouvelles générations, on en parlait tout à l'heure. C'est des athlètes qui sont sur l'exécution du mouvement, quel qu'il soit, techniquement, ils sont très propres. On voit que c'est des gens qui ont étudié le mouvement pour performer dessus. Tu vois. Ils ne se sont pas juste dit on va mettre lourd. Derrière, il y a un travail, il y a une recherche.
façon, l'aspect technique est primordial dans toute discipline, de toute manière. Que tu fasses de la course à pied ou de la force, sans technique, il n'y a pas de sport, quoi. De toute manière, c'est la base, hein, c'est l'adaptation à l'effort, quoi. Mais, et donc, on a un truc dont on n'a pas parlé, parce que là, je vois que l'heure, elle tourne, on ne va pas tarder à couper. Mais c'est tes perfs. Est-ce que tu peux nous donner tes perfs en fonction des épreuves? Ouais, juste. Sur les épreuves spécifiques, strong, alors au Farmer Walks, j'ai déjà réussi à faire 200 kg par main. Alors pas sur les 20 mètres. Les 20 mètres, je l'ai fait avec 190. Mais les 200, j'ai réussi à les décoller et à faire 5-6 mètres avec. Après, au yoke, 450 kg. Atlas Stone, la plus grosse que j'ai soulevée, c'est 190 kg. Là, j'ai commandé une boule de 200 et une de 210 qui devrait arriver dans quelques semaines. Parce que, bon, je ne peux pas savoir si je n'ai pas essayé plus lourd. Donc, on va voir. Après, dumbbell, je suis à 100 kg. J'épaule 120. Je n'arrive pas à le verrouiller. Donc, ça ne devrait pas tarder. Je me suis donné comme limite les fêtes de Noël. Je me suis dit, ouais, je vais me faire un petit défi dans mon home gym. Et je veux faire un gros dumbbell à 115-120 kg. Donc, je m'entraîne pour. Donc là, j'arrive à l'épauler. Ça décolle, mais ça ne verrouille pas. Donc, encore un peu. Et donc, ouais, voilà un peu pour les perfs de strong. Après, en couché, je crois que tu as des perfs énormes aussi. En couché, voilà, j'ai refait. Alors, cette année, j'ai remis le couvercle en WPC. J'ai fait 320 kg au développé couché. Purée. Et sur le squat et le deadlift? Le squat, Je 350 parle le style powerlifting. Ouais. Alors, squat, 350 kg que j'ai fait en entraînement et en compétition. Donc, je parle validé en plus dans la fédé officielle. J'avais fait 340 kg au squat et au soulevé de terre, 380. Je précise quand même, le soulevé de terre, c'est fait avec ce qu'on appelle une jumbo bar ou une Texas bar. C'est pas les barres classiques de musculation. C'est celles que tu vois à l'Arnold classique qui sont plus longues. D'accord. Okay. Donc, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. C'est lourd quand même. Mais ouais. C'est un peu plus facile qu'avec une barre classique. Putain, c'est des trucs. Quand on y pense, l'organisme pour supporter des charges pareilles, c'est absolument incroyable, quoi. Alors, dis-toi juste que le record du monde au deadlift maintenant, c'est 501 kg. Ouais, c'est Bjorn qui l'a, je crois. Ouais, c'est Thor qui l'a passé. Donc, tu vois, et encore hein, franchement, quand tu le vois, quand tu vois comment il monte la barre, tu te dis, il a juste voulu emmerder Eddie Hall parce que tu sentais qu'il pouvait aller chercher un petit peu plus. Oui, je pense qu'il avait un petit peu de marge. Ouais. Donc, on va voir qui va le battre, son record. Et tu fais des bilans écoute, il y a une belle sanguins génération qui arrive. Comment? Tu fais des bilans sanguins de temps en temps? Oui, régulièrement. Ouais. Je suis obligé, non, mais je le fais parce que, mine de rien, on a des poids de corps pas communs, donc ça a des incidences quand même sur ton organisme. Donc oui, je le fais. Et pareil, l'alimentation qui est 3 fois supérieure à celle d'un homme normal, on va dire. Donc oui, si je le fais quand même pour faire gaffe. Essayer de contrôler. Moi, je pars toujours dans l'idée, le but premier, c'est me faire plaisir, juste même si j'ai un esprit de compétition bien développé. Mais le but, c'est de se faire plaisir et pas non plus de se ruiner le corps comme certains le font. Quoi. La longévité, tout simplement, comme tu dis, après, si des gens sont capables de tenir jusqu'à 53 ans et que tu fais ça avec intelligence, Ah oui, c'est clair. Je me dis que si je pouvais, même si forcément, quand on arrive à 36 ans, c'est pas vieux, mais sportivement parlant, on commence à penser peut-être à la fin. Je rassure mes adversaires, c'est pas demain la veille pour moi. Je vais continuer. Vous avez entendu, les gars? mais on y pense, tu vois. Et puis, ouais, le but, c'est si je pouvais continuer, au moins juste m'entraîner à me faire plaisir et sans me retrouver à un certain âge avec un corps complètement brisé. Même si on va pas se mentir, je sais qu'un jour, je paierai peut-être l'addition d'avoir soulevé tous ces trucs lourds. Les articulations apprennent cher quand même. Ouais, c'est clair. Après, ça se travaille avec le temps, quoi. Peut-être ralentir le poids avec les années, Oui. ralentir certaines choses. Et après, bon, il y a la morphologie aussi qui joue, je pense. Ah oui. Ça joue. Moi, j'ai toujours été de nature costaud. Je suis monté super vite en poids. Donc, j'ai la génétique qui m'aide beaucoup là-dessus aussi. Franchement, c'était super intéressant, Aurélien. Ça m'a fait plaisir. Je t'avais déjà interviewé pendant le premier confinement. C'est vraiment très, très agréable. D'ailleurs, j'avais un petit peu découvert un petit peu ton
ton univers la première fois, que je ne connaissais pas, mis à part la télé, quoi, mais on ne peut pas se faire une opinion par rapport à la télé. Est-ce que tu as un petit conseil à passer aux gens qui voudraient faire cette discipline, des choses à surtout pas faire et des choses à faire en priorité, sur quoi se concentrer? Pour moi, la priorité, c'est d'être patient déjà et mettre vraiment la priorité lors de vos entraînements sur la technique, sur l'exécution du mouvement. Ça va être capital pour vous, votre évolution, vos performances et votre capital santé aussi, hein, on ne va pas se mentir. Et savoir aussi bien s'encadrer des bonnes personnes, des gens qui ont l'expérience dedans, pas faire tout et n'importe quoi. Donc ça c'est aussi important. L'entourage est très important dans une discipline. Ouais, de toute façon, je pense qu'il n'y a aucune discipline sportive qui se fait sans coach. C'est impossible. C'est impossible. Oui, non, mais même si tu vois, moi, c'est mon métier d'être coach et préparateur physique. Et là, je suis en train de voir pour 2021, certainement à me faire suivre par quelqu'un, un spécialiste de la discipline. Donc là, on sera certainement Belzak, le Slovène. On est en train de voir ça. Mais voilà, juste pour avoir un regard différent sur moi et aussi me libérer un peu de ça. Parce que quand tu es coach et que tu t'entraînes toi-même, on va dire, c'est pas facile en fait. Tu es plus exigeant et donc forcément, tu cogites tout le temps. Et donc là, ça va me libérer, je pense, et ça va faire sûrement découvrir des nouvelles choses et performer en plus, j'espère. Et un regard extérieur, des fois, il va te permettre de voir des choses que toi, dans ton quotidien, tu fais plus attention, etc. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Moi, je le fais souvent. Je le refais, tu vois, en période de confinement, j'ai recontacté mon coach. Je suis deux programmations différentes pour la préparation physique générale et spécifique. Et je fais rien moi-même parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que soit tu en fais moins, soit tu en fais trop. Tu n'arrives plus à trouver le bon juste milieu. Et j'étais dans une phase où je stagnais. Je suis meilleur à programmer les autres que des fois à me programmer moi-même. Je me trompe, je ne sais plus. Et je trouve que c'est bien de parfois, hop, laisser Ouais, dans les mains de moi, quelqu'un d'autre. je pense que c'est une erreur ça que j'ai fait. J'aurais dû le faire plus tôt en fait. Longtemps, je me suis auto-entraîné, on va dire. Après, et finalement, moi, j'ai fait pas mal d'erreurs. Moi, ça m'a coûté une grosse blessure en 2018 d'ailleurs. Je pense que c'est aussi de ma faute, hein, de vouloir m'entraîner trop dur tout le temps. C'était une erreur en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment un message à faire passer aux jeunes, mais peu importe les disciplines. Trouvez-vous un coach. Et comme tu disais, l'aspect technique est prioritaire. Ah oui, ça c'est capital. C'est Ça me capital. fait plaisir. D'entendre des choses comme ça me fait plaisir parce que moi, je me bats avec ça par rapport avec les kettlebells parce que tout le monde croit que c'est simplement une haltère qu'on va lever comme ça et puis ils se foutent les épaules en l'air, ils Ah se ouais, non, foutent mais un peu sur les c'est. avant-bras. Ça me fait Là, plaisir d'entendre ça de ta part. on le voit de toute façon. Et là, de plus en plus, comme tu parlais des coachs sur Internet, il y a beaucoup de coachs qui coachent en plus dans ma discipline, en strongman, qui organisent parfois même des séminaires ou autres. Et quand je vois la technique, j'ai les yeux qui saignent. Hein. Je me dis, non, c'est pas possible. Tu fais faire ton athlète un max au soulevé de terre, il a le dos complètement rond. Enfin, replace-le, quoi. Hein. Enfin, on va faire quelque chose. Donc ça, ouais, s'encadrer des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Ça, c'est important. Des gens d'expérience, des gens diplômés, ça, c'est important. J'espère que les gens vont écouter ce conseil parce que malheureusement, YouTube, c'est bien parce qu'il y a plein d'informations qui circulent, mais ce n'est pas un coach YouTube. Le problème, c'est que les gens pensent que, ah tiens, ils ont vu ça, ils vont reproduire, mais ça ne marche pas comme ça, quoi. Ouais, et puis même parfois, hein, YouTube, ça peut être un bon vecteur aussi pour mettre des gens au sport, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le gars, parfois, peut avoir une très bonne technique sur sa vidéo, mais ça fait pas, ça te la fait pas reproduire, la technique, en fait. Tu C'est vois, faut ça? qu'il y ait quelqu'un qui te corrige derrière, qui dise, ah, non, mets ton pied comme ça, ta jambe, etc. Donc voilà, même si les gens regardent des choses qui peuvent être très bonnes, très pertinentes, il n'y a pas d'échange en fait entre la vidéo et l'athlète. Donc bon, ça c'est à rectifier. Ouais. Ouais, je pense que c'est un très bon conseil que j'espère que les gens qui s'intéresseront à ta discipline vont suivre. Si tu as un petit mot de la fin à nous dire? Non, bah écoutez, merci à vous. Et puis, au plaisir de se refaire une petite Avec grand plaisir. interview à la mi-temps Avec grand 2021 plaisir, pour ouais. refaire un petit point
là-dessus. Et puis, je sais que Stéphane, de toute façon, il faut qu'on se recontacte. On va parler de petits projets aussi en 2020. Donc, on verra. Peut-être que ça se fera. On peut en parler si tu veux, pour que les gens soient au courant. Oui, le but, c'était d'organiser des compétitions interdisciplines, on va dire, Voilà. qui aident à la fois une compète de strong et une de kettle en même temps. Et pourquoi pas d'autres disciplines, hein, ça peut être envisageable. Hein. Bah justement, tu vois, j'avais contacté Nico, parce que lui est en Belgique, j'avais contacté mes confrères en Suisse, donc c'est ce que je disais à Henri. Et l'idée, c'était d'avoir une équipe française strong et Girvik et faire un total de points sur l'intégralité de la discipline. Donc les strongman contre les strongman, les Girvik contre les Girvik, mais faire des points pointage communs. Ah, ça peut être cool. Comme ça, sur 3 nations pour démarrer. En Belgique, il y a des très bons athlètes en strong en plus. Alexandre Hulin, je pense, est pas mal. Hein. Il est français. Les Belges. Je dis pas de bêtises, français. Voilà. Non, tu avais en Belgique, alors tu avais Jimmy Loret. Je ne sais pas si tu as connu Jimmy Loret. Alors, il ne fait plus de compétition, mais je crois qu'il a été même top 10 à la World Strongest Man 2 ou 3 années. Hein. Quand même. Hein. J'avais fait une compétition à Ghent, je ne sais pas comment on prononce. Ouais, à Gand. Il y a quelques années, c'était lui l'organisateur, Jimmy. Mais ça bouge, mais c'est vrai que en Belgique, c'est quand même moins réputé qu'en France. Hein, quand tu regardes d'ailleurs, les Belges, la première chose qu'ils vont citer, c'est des athlètes français en strongman, c'est pas des athlètes belges. Ah, pourtant, j'ai fait il y a quelques années, enfin non, pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, une compétition qui était organisée par Ralph Bench, son nom, en Belgique. Alors, je ne me souviens plus la ville. C'était une compétition en fait juste sur du tirage de camion. On faisait des tirages de camions assis, debout, etc. Et c'était super sympa. Là. Ouais, c'était un athlète, alors, je sais plus, non, il n'était pas belge, il était un néerlandais, je crois, qui avait gagné. J'avais fait deuxième quand je l'avais fait. Et ouais, c'était sympa. Il y avait une bonne ambiance, c'était cool. Organisé, hein, donc, hein, Steph, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Dès qu'on peut, de toute façon, il va falloir qu'on se fasse ça, parce que moi, je trouvais que c'était 2 univers totalement opposés. Et ça, c'était intéressant de faire découvrir les 2 disciplines, à la fois pour eux, à la fois pour nous. Je trouvais que c'était un truc hyper sympa à faire. Et puis justement, vu qu'on a tous un réseau international, autant faire ça avec d'autres nations et faire ça. Alors, ça peut être vraiment, vraiment sympa. En tout cas, j'espère que ça va se faire. Il faut que le Covid nous laisse tranquille. Ouais, on aimerait bien. Aurélien, moi, ce que je te propose, c'est qu'à ta prochaine actu, on refasse une interview pour en parler. Et puis, si ça te dit, à chaque fois que tu as une actualité que tu souhaites aborder, nous, on te fait une interview et on parle un petit peu de ça pour essayer de te faire connaître et faire connaître ta discipline. Parce que, voilà, moi, je vous ai interviewé, j'ai eu toi, j'ai eu, comment il s'appelle, Kevin, ouais. Kevin, ouais. J'ai eu Kevin, j'ai parlé à pas mal de tes confrères aussi, il y en a d'autres qu'on va peut-être interviewer. Je trouve que vous êtes une communauté super sympa, des gens vachement ouverts d'esprit, et puis vous avez le mérite d'être connus. Donc, si on peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Donc, moi, je te propose qu'à ta prochaine actu, on se refasse une petite interview et qu'on en parle. Ok, pas de souci. On se revoit pour 2021. Avec grand plaisir. Aurélien, je te dis merci beaucoup. Bonne journée. Nico, mon pote, à bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. On a qui la semaine prochaine? On va voir si tu suis. Attends, laisse-moi revenir là-dessus. Je me demande si c'était pas un athlète en powerlifting, un Belge pour une fois. Il fait de l'haltérophilie. C'est toi qui. Ouais, juste. Mais ouais, purée, mais laisse-moi revoir le calendrier aussi. C'est Daniel Nsengna. Ouais, magnifique. Ok, super. Bon, je vous dis tous à la semaine prochaine. Aurélien, merci beaucoup. Et puis, c'est quoi déjà que tu dois… Ah oui, tu as fait une vidéo avec Thibaut Inchep. Donc, ceux qui veulent la voir… Avec Thibaut Inchep, ouais. Donc, en ligne semaine prochaine, normalement. En ligne semaine prochaine. Allez voir la vidéo. Super. Ça marche. Voilà. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.